Personne ne s'affole quand les rayons commencent à se vider par endroits. C'est précisément le problème. Parce que ça ne ressemble pas à une crise au début. Ça ressemble à votre marque habituelle d'huile d'olive qui manque depuis 2 semaines, au prix des pâtes qui a augmenté de 30 centimes, à ce vide discret sur l'étagère où quelque chose était toujours là avant, des petites choses, faciles à expliquer, faciles à ignorer. Puis un mois passe, et vous réalisez que vous mangez différemment depuis des semaines sans avoir jamais pris la décision de le faire. Il existe une route maritime, un corridor de 40 km de large qui conditionne l'approvisionnement d'une part significative de ce que vous trouvez dans votre cuisine. Lorsque ce corridor est sous pression, 12 produits spécifiques disparaissent en premier. Voici lesquels. Numéro 12. La purée d'oléagineux, d'amandes, de cacahuètes, de noisettes. Pas de cuisson, pas d'eau, pas de source de chaleur, pas de temps de préparation. Vous ouvrez le pot, vous mangez. C'est l'intégralité du processus. Cela paraît anodin jusqu'au moment où aucune de ces autres conditions n'est réunie. Quand le gaz est coupé, quand le combustible est limité, quand l'énergie mentale pour préparer un vrai repas n'est tout simplement plus disponible. Dans ce moment précis, ce que vous attrapez doit être prêt exactement tel quel, sans aucune condition préalable. La purée d'oléagineux est cette chose. 2 cuillères à soupe délivrent environ 180 à 200 kilocalories, 5 à 8 grammes de protéines selon la variété et une densité lipidique élevée. Ce n'est pas un repas complet, mais c'est suffisant. Suffisant pour stopper le déclin énergétique et vous maintenir fonctionnel jusqu'à ce que vous puissiez préparer quelque chose de plus consistant. Un pot de 500 grammes contient environ 2500 à 2800 kilocalories. Se conserve 1 à 2 ans au-delà de la date imprimée. Ramené au coût par kilocalorie, c'est l'un des aliments de longue conservation les plus rentables que l'on trouve dans n'importe quel supermarché français. Voici pourquoi ce produit ouvre la liste plutôt que de la clore. Chaque autre article de ce décompte nécessite une cuisson, une préparation ou au minimum une infrastructure de base pour être utilisé. La purée d'oléagineux n'en a besoin d'aucune. C'est l'option inconditionnelle, celle qui fonctionne quand tout le reste est assorti d'une condition. Que faire? Gardez un minimum de 2 pots fermés en permanence. Choisissez une purée de cacahuètes ou d'amandes avec peu ou pas d'additifs pour la stabilité maximale. C'est votre plancher. L'article qui ne faillit jamais, quelle que soit la situation autour de lui. Avant de continuer, posez-vous une question. Avez-vous déjà chez vous un article comme celui-ci? Quelque chose qui ne nécessite rien pour être utile. Gardez cette pensée, elle sera importante à la fin. Numéro 11. Les aliments prêts à consommer. La purée d'oléagineux couvre les moments où rien ne fonctionne. Cette catégorie couvre les moments où quelque chose fonctionne, mais pas suffisamment. Voici l'hypothèse qui coûte le plus cher à la plupart des gens. Ils croient que pendant une perturbation, ils auront encore la capacité de cuisiner des repas complets à partir de produits bruts. Du riz, des légumes secs, une vraie cuisson. Cette hypothèse s'effondre plus vite que la chaîne d'approvisionnement alimentaire elle-même. Quand les chaînes logistiques se tendent, la pression ne s'arrête pas à la nourriture. L'électricité devient intermittente, l'accès au gaz se resserre. La charge mentale de gérer un foyer instable consomme les mêmes heures qui étaient auparavant consacrées à la préparation des repas. Cuisiner à partir de produits bruts requiert de l'eau, de la chaleur, du temps et une disponibilité mentale. Lors d'une perturbation prolongée, ces 4 ressources sont simultanément sollicitées dans des directions différentes. C'est alors que les repas commencent à être sautés. Non pas parce qu'il n'y a rien à la maison, mais parce que les conditions pour les préparer ne sont plus réunies. Les soupes instantanées, les biscuits secs, les repas lyophilisés, les fruits secs, les barres de céréales. Ce n'est pas une stratégie diététique à long terme, c'est un tampon, une manière d'empêcher votre apport calorique de chuter silencieusement pendant les heures où cuisiner n'est pas réaliste. Les soupes et les plats instantanés sont souvent sous-estimés, entre 300 et 400 kilocalories par portion, une durée de conservation de 1 à 2 ans, un besoin minimal d'eau bouillante. Utilisés comme complément plutôt que comme base alimentaire, ils préviennent le déclin calorique progressif que la plupart des gens ne relient jamais à la perturbation qu'il a causée. Que faire? Constituer 5 à 7 jours de capacité prête à consommer, pas en remplacement de vrais repas, mais comme assurance pour les jours où les vrais repas ne se produisent tout simplement pas. Numéro 10. Les matières grasses de cuisson. Huile, ghee, saindoux. C'est le manque que presque personne n'anticipe, et c'est celui qui rend tout le reste de cette liste inutilisable.
Imaginez un garde-manger plein, du riz, des lentilles, des conserves de protéines, des légumes, tout ce dont vous avez besoin pour bien manger pendant des semaines. Imaginez maintenant vous tenir devant tout cela et réaliser que vous ne pouvez rien en faire correctement. Non pas parce que la nourriture a disparu, mais parce qu'il n'y a plus de matière grasse. La matière grasse de cuisson est le milieu qui fait fonctionner presque tout le reste. Elle conduit la chaleur uniformément. Elle empêche l'accrochage et la brûlure. Elle crée la texture et l'appétence qui transforment la nourriture en repas plutôt qu'en quelque chose que vous vous forcez à avaler. Sans elle, vous ne cuisinez pas seulement différemment, vous produisez quelque chose que votre corps rejettera progressivement. Voici la dimension nutritionnelle que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Sans matière grasse dans votre repas, votre organisme ne peut pas les absorber, même si elles sont présentes dans les aliments que vous mangez. Vous pouvez consommer une assiette nutritionnellement complète et rater une part significative de ce qu'elle contient, simplement parce qu'il n'y a rien pour véhiculer ces nutriments jusqu'à l'absorption. Ce n'est pas la seule cause possible de carence nutritionnelle, mais dans un scénario de perturbation, c'en est une réelle. D'un point de vue logistique, l'huile de cuisson transite par les mêmes corridors maritimes mondiaux les plus vulnérables aux perturbations. Les huiles de tournesol, de palme et de colza sont produites dans des régions concentrées et transportées à grande échelle. Elles sont lourdes et logistiquement exigeantes. Quand le transport maritime se tend, l'huile subit une pression précoce. Et parce que tout le monde se précipite dessus au premier signe d'instabilité, les ruptures de rayons apparaissent avant même que les pénuries réelles d'approvisionnement ne se concrétisent. L'Ukraine et la Russie, ensemble, représentaient avant 2022 environ 80% du commerce mondial d'huile de tournesol. La France s'en souvient. Quand la matière grasse disparaît de votre cuisine, le déclin n'est pas soudain. Les repas deviennent plus difficiles à préparer, moins satisfaisants, plus durs à manger régulièrement. L'énergie baisse et la cause est invisible, parce que le garde-manger est techniquement plein. Que faire? L'huile de coco raffinée et le ghee se conservent 2 ans ou plus dans un environnement frais et sombre, bien plus longtemps que la plupart des huiles de cuisson standards, constituées de quoi maintenir votre rythme de cuisson normal pendant au moins 1 mois. C'est l'article qui détermine si tout le reste de votre garde-manger peut réellement être utilisé. Numéro 9. Le sel. Le sel figure sur cette liste pour 2 raisons. La plupart des gens ne connaissent que la première, la plus évidente. Sans sel, les aliments de base deviennent extrêmement difficiles à consommer de manière cohérente. Le riz, les lentilles, les légumes secs, les conserves, tout s'aplatit en quelque chose de techniquement comestible, mais profondément peu appétissant au bout de 2 ou 3 jours. Et quand la nourriture devient peu appétissante, la consommation baisse. Pas par une décision délibérée, juste graduellement, silencieusement moins à chaque repas. C'est le problème visible. Voici celui qui opère en dessous. Le sodium est un électrolyte. Il régule l'équilibre hydrique, soutient la fonction nerveuse et permet la contraction musculaire. Dans des conditions normales, une alimentation ordinaire gère cela automatiquement et vous n'y pensez jamais. Mais sous un stress physique ou psychologique prolongé que produit systématiquement une perturbation, les besoins en sodium augmentent. Un apport faible dans ces conditions contribue à la fatigue, à la réduction de la concentration et au déclin de la capacité physique. Ces symptômes sont suffisamment subtils pour que la plupart des gens les attribuent entièrement au stress. Et si le stress est certainement un facteur, les déséquilibres en électrolytes font souvent un travail supplémentaire en dessous. Et cette partie est traitable. La recherche sur ce sujet est bien établie en médecine du sport et en nutrition d'urgence, bien que les réponses individuelles puissent varier. Le sel fonctionne aussi comme agent de conservation. Une saumure basique de sel et d'eau peut prolonger la durée de vie de certains périssables quand les courses deviennent irrégulières. Pas de technique spéciale, pas d'équipement. Le même mécanisme qui a nourri les civilisations avant l'existence de la réfrigération. Les pêcheurs bretons le savent depuis des siècles. Et encore un point d'approvisionnement. Le sel est systématiquement l'un des premiers produits à disparaître des rayons quand les gens pressentent une instabilité. Non pas parce que l'approvisionnement est réellement insuffisant, mais parce que tout le monde reconnaît le besoin au même moment. Le temps que cette reconnaissance devienne collective, les conditions d'achat se sont déjà dégradées. Que faire? Le sel est bon marché, compact, et se conserve indéfiniment s'il reste sec. Gardez-en plus que vous ne pensez en avoir besoin.
Le risque d'en avoir trop est nul. Numéro 8. Les protéines de longue conservation. Légumes secs, conserves de poisson. C'est la catégorie que la plupart des gens citent en dernier quand ils pensent à la sécurité alimentaire. Et cette hiérarchisation reflète un vrai malentendu sur ce qui disparaît en premier. Les protéines fraîches, la viande, les œufs, les produits laitiers, sont parmi les catégories logistiquement les plus fragiles du système alimentaire. Elles dépendent du transport réfrigéré, d'une infrastructure de chaîne du froid cohérente et de calendriers de livraison haute fréquence avec très peu de marge d'erreur. Quand le transport maritime ralentit, quand les coûts de carburant augmentent, quand la fréquence des livraisons diminue, ce sont ces articles qui deviennent imprévisibles en premier. Pas disparus, juste incohérentes. La conséquence nutritionnelle n'est pas immédiate, elle est cumulative. Et c'est exactement ce qui la rend facile à manquer. Les protéines constituent ce que votre organisme utilise pour le maintien musculaire, la fonction immunitaire, la production d'enzymes et la réparation des tissus. Quand l'apport baisse de façon constante, le corps commence à puiser dans la masse musculaire pour compenser. Ça ne ressemble pas à une crise au début. Vous êtes juste un peu plus fatigué que d'habitude. La récupération après une petite maladie prend un peu plus de temps. Sur des jours, ces petites lacunes se cumulent. Le déclin se produit sans cause apparente. Il n'y a pas de rayon vide à pointer du doigt. Vous mangez, vous ne vous maintenez simplement plus. Les haricots secs, les lentilles, les pois cassés et les conserves de poisson résolvent ce problème structurellement. Pas de réfrigération nécessaire. Des durées de conservation mesurées en années. Une densité protéique à des coûts qui ne fluctuent pas sous la pression des perturbations. Les lentilles en particulier ne nécessitent aucun trempage et cuisent entièrement en 20 à 30 minutes. Quand le carburant et la capacité de cuisson sont contraints, cette différence de temps compte bien plus que la plupart des gens ne l'imaginent. Les sardines et les maquereaux en boîte, anchois compris, fournissent des protéines complètes, des acides gras oméga 3 et de la vitamine D, dans un format qui ne nécessite rien d'autre que d'ouvrir la boîte. La France produit et consomme des sardines depuis des générations. Ce n'est pas un hasard si elles ont traversé les siècles. Que faire ? Constituer un stock tournant d'au moins 2 variétés de poissons en conserve et 2 variétés de légumes secs. De quoi couvrir 2 à 3 semaines de protéines de base si les sources fraîches deviennent irrégulières. Ce n'est pas un plan de secours, c'est la fondation. Numéro 7. Les glucides de base. Riz blanc, pâtes, flocons d'avoine. Chaque culture alimentaire stable à travers l'histoire humaine est construite autour d'un glucide de base. Le riz en Asie, le blé en Europe et au Moyen-Orient, le maïs en Amérique. Cela ne s'est pas produit par coïncidence culturelle. Cela s'est produit parce qu'un glucide de base fournit le socle calorique qui transforme tout le reste en repas complet. Quand il est présent, une assiette avec peu d'autres composants produit quand même une vraie satiété, le signal physiologique de plénitude qui soutient l'énergie pendant des heures. Quand il est absent, vous pouvez manger des protéines, des graisses et des légumes et quitter la table avec la sensation qu'il manque quelque chose. Vous remangez plutôt. Vous consommez davantage pour atteindre le même résultat. Quand votre réserve alimentaire est finie, cette inefficacité se cumule rapidement. Voici le détail de conservation que la plupart des gens n'ont jamais entendu, et il est important. Le riz complet possède une couche de son qui contient des huiles naturelles. Ces huiles s'oxydent avec le temps et provoquent le rancissement du riz. Dans de bonnes conditions de stockage, le riz complet dure 6 à 12 mois avant que la qualité ne se dégrade. Le riz blanc, avec le son retiré, se conserve confortablement 4 à 5 ans à température ambiante dans des contenants hermétiques et jusqu'à 25 ans dans des conditions de réduction d'oxygène. Cette différence n'est pas mineure. C'est la différence entre une base alimentaire qui fonctionne et une qui expire silencieusement avant que vous n'en ayez jamais eu besoin. Il existe aussi un schéma comportemental à connaître. Les pâtes et le riz sont presque toujours les premiers articles à faire l'objet d'achats de panique lors de toute perturbation perçue de l'approvisionnement. Pas parce qu'ils deviennent immédiatement indisponibles, mais parce que tout le monde reconnaît simultanément leur caractère fondamental. Cette reconnaissance collective est ce qui convertit un ralentissement gérable en véritable pénurie en quelques jours. La fenêtre pour agir avant ce comportement est avant que la reconnaissance devienne généralisée. Que faire ? Privilégier le riz blanc pour le stockage à long terme. Les flocons d'avoine et les pâtes offrent de la variété avec des durées de conservation de 2 à 5 ans correctement stockées.
De quoi former la base de vos repas pendant au moins 3 à 4 semaines minimum. Nous venons de passer la mi-parcours et tout ce qui précède concernait la fondation pratique, la nourriture qui fonctionne, la nourriture qui se conserve, la nourriture qui maintient. Ce qui vient ensuite est différent, c'est la couche psychologique. Les éléments qui déterminent si un garde-manger restreint reste fonctionnel pendant 2 semaines ou s'effondre silencieusement en une. C'est la partie que la plupart des gens sautent. C'est aussi la partie qui compte le plus. Numéro 6. Le miel. Celui-ci paraît mineur, il ne l'est pas. Et comprendre pourquoi nécessite de comprendre ce qui se passe réellement quand un régime alimentaire se rétrécit sous pression. Quand une perturbation réduit vos options, la variété des saveurs s'effondre plus vite que la variété alimentaire. Vous avez encore des repas, mais ils sont tous salés, tous amidonnés, tous neutres. La seule dimension gustative qui signale la récompense et la variété à un niveau neurologique, le sucré, disparaît presque entièrement. Cette absence produit quelque chose de spécifique. Le goût sucré est l'une des préférences alimentaires les plus profondément ancrées dans la biologie humaine. Quand il disparaît, manger glisse de quelque chose que vous voulez faire vers quelque chose que vous devez faire. Ce glissement n'est pas trivial. Quand manger devient purement mécanique, la consommation baisse graduellement sans cause apparente, repas après repas. Le miel interrompt ce schéma à presque aucun coût logistique. Il se conserve indéfiniment. Des archéologues ont retrouvé du miel comestible dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans. Aucune réfrigération nécessaire, non dépendant de la chaîne du froid. Et parce qu'une part significative de l'approvisionnement en miel est produite localement ou régionalement, il est plus protégé des pressions du transport maritime international que les produits sucrés industriels. La France est l'un des producteurs de miel les plus importants d'Europe. Miel de Provence, miel de sapin d'Alsace, miel de châtaignier du Limousin. Cet ancrage territorial est une protection en lui-même. Un point pratique. Le miel cristallisé n'est pas du miel gâté. C'est un processus physique naturel. Placez le pot fermé dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes et il revient à l'état liquide. Du miel cristallisé depuis des années est parfaitement utilisable. Que faire? 1 ou 2 pots fermés. C'est tout ce qu'on vous demande. Coût minimal, durée de conservation indéfinie. Et il remplit une fonction qu'aucun autre article de cette liste ne couvre. Empêcher les repas de devenir quelque chose que vous redoutez. Numéro 5. Les épices, les sauces, les condiments. C'est la catégorie que presque tout le monde déprioritise. Et c'est celle qui détermine silencieusement si votre réserve alimentaire reste fonctionnelle pendant 2 semaines ou 2 mois. Voici le mécanisme. Il a un nom, la satiété sensorielle spécifique. Votre appétit pour un aliment ou un profil de saveur spécifique diminue plus vous y êtes exposé régulièrement. Dans la vie normale, vous contrecarrez cela automatiquement grâce à la variété naturelle, des repas différents, des cuisines différentes, des profils de saveurs différents tous les quelques jours. Vous ne percevez jamais le mécanisme, parce que la variété le gère sans effort. Quand une perturbation rétrécit vos options, ce contrepoids naturel disparaît, la variété est partie, et la satiété sensorielle spécifique devient un vrai problème fonctionnel. Vous avez de la nourriture, votre corps y résiste de plus en plus. La consommation baisse, l'énergie baisse avec elle. Et la cause n'est pas visible, parce qu'il y a encore de la nourriture dans l'assiette. Ce n'est pas une question de confort. C'est un mécanisme physiologique documenté avec des conséquences mesurables sur l'apport calorique. Et les épices, son intervention à moindre coût et à impact maximal pour y faire face. La même boîte de lentilles sans rien et la même boîte avec du cumin, de l'ail en poudre et une touche de harissa. Nutritionnellement quasi identiques, mais l'une réinitialise suffisamment l'expérience sensorielle pour rendre une alimentation cohérente, soutenable. L'autre devient quelque chose que vous évitez au 4e jour. Sel, poivre noir, cumin, ail en poudre, piment d'Espelette. Une sauce à base de vinaigre, c'est le cœur. Léger, longue durée de conservation, largement immunisé contre les pressions logistiques qui frappent les marchandises plus lourdes ou réfrigérées. Que faire? Une quinzaine d'euros ici représente peut-être le rendement le plus élevé de toute cette liste. Non pas parce que cela ajoute des calories, mais parce que cela détermine si vous mangez réellement les calories que vous avez stockées. Numéro 4.
le vinaigre. Le vinaigre figure sur cette liste non pas principalement comme aliment. Il est là comme outil, l'un qui étend silencieusement la valeur de presque tout ce que vous avez stocké. Commençons par la saveur. L'acidité est l'une des 5 dimensions fondamentales du goût, aux côtés du sel, du gras, de la chaleur et de l'umami. Quand vos repas se rétrécissent et que les profils de saveur s'aplatissent, l'acidité est presque toujours ce qui manque. Une petite quantité de vinaigre, de cidre, de vin blanc ou de vinaigre ordinaire coupe la lourdeur, éclaire les saveurs plates et crée un contraste qui rend la nourriture notablement plus facile à consommer en quantité. Cela se connecte directement à la satiété sensorielle spécifique. Ajouter de l'acidité n'est pas une préférence culinaire, c'est une stratégie pratique de maintien de votre propre appétit. Mais voici la dimension que la plupart des gens n'envisagent jamais. Le vinaigre est un agent de conservation. Une saumure rapide de vinaigre, eau, sel et une petite quantité de sucre prolonge significativement la durée de vie des légumes coupés sans réfrigération ni connaissances spécialisées. Moins de 30 minutes à préparer, utilisable pendant des semaines à température ambiante, des mois au réfrigérateur. Quand l'accès aux produits frais devient incohérent, cela passe de technique culinaire à nécessité pratique. Le vinaigre fonctionne également comme désinfectant de surface, pertinent dans tout scénario où les produits d'entretien eux-mêmes font face à des pressions d'approvisionnement. Pour le stockage à long terme, le vinaigre blanc distillé est le bon choix. Chimiquement stable, rétention d'acidité indéfinie, utilité la plus large pour les applications de cuisine et de nettoyage. Que faire? Un grand contenant de vinaigre blanc distillé. Une petite bouteille d'une variété que vous cuisinez habituellement. Peu coûteux, multifonctionnel, sans préoccupation significative d'expiration. Faites le point sur ce que cette liste a couvert jusqu'ici. Nous sommes passés des bases inconditionnelles à l'infrastructure de cuisson, aux protéines, aux glucides et maintenant à la couche de saveur. Ce qui vient ensuite, les 3 derniers articles, sont ceux qui surprennent le plus les gens. Non pas parce qu'ils sont exotiques, mais parce qu'ils sont ceux qui se cachent à la vue de tous, accomplissant des tâches dont personne ne parle. Numéro 3. Les légumes en conserve et séchés. Voici l'hypothèse qui coûte à la plupart des gens cette catégorie. Ils croient que les légumes resteront disponibles, parce que les légumes sont toujours disponibles. Cette croyance mécomprend entièrement la logistique. Les légumes frais sont parmi les produits les plus fragiles du système alimentaire. Une laitue commerciale dure 1 à 2 semaines après la récolte dans un entrepôt réfrigéré correctement contrôlé. Les épinards, moins de 3 jours. Le brocoli et les poivrons se dégradent significativement en moins d'1 semaine sans réfrigération. Tout cela dépend d'un transport en chaîne du froid continu, de camions réfrigérés, d'un stockage en entrepôt contrôlé, d'une logistique de distribution précise, fonctionnant sans interruption. Quand le transport maritime ralentit ou que les coûts de carburant rendent la livraison réfrigérée haute fréquence économiquement non viable, les légumes frais sont parmi les premiers à en souffrir. Pas complètement disparus, juste moins fiables, plus étroits en variété et plus chers, ce qui est exactement le schéma qui conduit des gens à silencieusement cesser de les acheter sans tout à fait réaliser qu'ils ont arrêté. Voici ce que cette chronologie signifie pour votre corps et pourquoi le délai est important. Les légumes sont la principale source alimentaire de micronutriments que votre organisme utilise en continu. Vitamine C, vitamine K, folate, potassium, magnésium. Dans les 48 premières heures de réduction d'apport, vous ne ressentez rien. À la 2e semaine, la récupération après une maladie bénigne commence à ralentir. La fatigue augmente, la cicatrisation prend plus de temps. À la 4e semaine, ces effets se cumulent d'une manière difficile à inverser rapidement. Le déclin est invisible jusqu'à ce qu'il ne le soit soudainement plus. Les légumes en conserve ne remplacent pas parfaitement les légumes frais. Le processus de mise en conserve réduit effectivement les nutriments sensibles à la chaleur, notamment la vitamine C. Mais les autres, les minéraux, la plupart des vitamines, les fibres, sont préservés à des niveaux qui soutiennent significativement les besoins nutritionnels quotidiens. Et surtout, les légumes en conserve ne nécessitent pas de chaîne du froid, pas de calendrier de livraison cohérent, pas de timing précis. Ils sont là quand vous en avez besoin, indépendamment de ce qui se passe dans le réseau de distribution. Que faire? Maintenez la variété. Tomates, légumes mélangés, maïs, haricots verts. La variété sert ici 2 objectifs. La diversité nutritionnelle et la variation des saveurs qui vous permet de manger régulièrement et durablement. Numéro 2. Le lait en poudre. Le lait frais est l'un des produits logistiquement les plus exigeants de l'ensemble du système alimentaire.
Il nécessite une réfrigération ininterrompue de la production à la vente. Sa durée de vie utile au niveau du consommateur est de 10 à 21 jours au maximum. Il dépend de calendriers de livraison avec une tolérance à l'erreur quasi nulle. Quand une partie de cette chaîne déraille, contrainte de carburant, réduction de la fréquence de livraison, retard de transformation, le lait devient irrégulier avant presque tout autre produit de base. La marge d'erreur est essentiellement nulle. Le lait en poudre existe pour résoudre exactement cette vulnérabilité. Pas de réfrigération nécessaire avant reconstitution. Durée de conservation de 2 à 10 ans dans un emballage hermétique. Le lait en poudre écrémé se conserve le plus longtemps parce que le gras est le composant le plus sujet à l'oxydation dans le temps. La comparaison nutritionnelle avec le lait frais est raisonnablement proche. Les protéines survivent au processus de séchage, le calcium et la plupart des minéraux restent intacts. Et l'écart nutritionnel pratique est mineur dans le contexte d'un régime alimentaire par ailleurs raisonnable. Mais voici la dimension qui compte plus que la nutrition. La valeur du lait en poudre n'est pas principalement nutritionnelle, elle est comportementale. Le café du matin avec du lait, la bouillie d'avoine préparée normalement, un bol de céréales pour un enfant avant l'école. Ce sont des habitudes, de petites routines, les signaux au début de la journée qui communiquent que des choses sont gérables, que la structure de la vie quotidienne est encore intacte. Dans des périodes de stress prolongées, ces signaux portent une fonction stabilisatrice qui est disproportionnée par rapport à leur signification calorique. Quand le lait frais disparaît et qu'il n'existe pas de substitut, l'absence se ressent d'une manière difficile à articuler, mais immédiatement reconnue. Ce n'est pas vraiment le lait, c'est ce que le lait représente dans l'architecture d'une journée normale. Le lait en poudre préserve cette architecture, et dans une perturbation, cela compte. Que faire? Une note pratique sur la reconstitution. Mélanger avec de l'eau froide et laisser reposer 1 heure avant utilisation. La saveur et la texture s'améliorent notablement par rapport à un mélange avec de l'eau chaude et une utilisation immédiate. Numéro 1. L'infrastructure pour utiliser la nourriture. L'eau, le combustible, la capacité de cuisson. C'est la seule entrée de cette liste qui n'est pas un aliment, et c'est la plus importante. Voici le mode de défaillance que presque personne n'anticipe. Vous avez de la nourriture, un garde-manger entièrement approvisionné, du riz, des légumes secs, des conserves, des protéines, tout ce que ce décompte a mentionné déjà traité. Et vous ne pouvez toujours pas manger. Non pas parce que la nourriture a disparu, mais parce que vous ne pouvez pas la cuisiner. Le riz nécessite de l'eau et une chaleur soutenue. Les légumes secs nécessitent un temps de cuisson prolongé et une source de carburant cohérente. Presque chaque article nutritionnellement dense de cette liste nécessite une préparation qui suppose une cuisine fonctionnelle. Si l'accès à l'eau est compromis, si l'approvisionnement en gaz est interrompu, si l'électricité est peu fiable, la valeur nutritionnelle de tout ce que vous avez stocké est verrouillée. La nourriture existe, vous ne pouvez tout simplement pas y accéder. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une conséquence directe de la même pression décrite depuis le début de cette narration. Les perturbations du transport maritime qui contraignent l'approvisionnement en carburant ont des effets en cascade, documentés sur les systèmes municipaux d'eau, la distribution de gaz naturel et la production d'électricité. Ce sont des connexions structurelles, pas de la spéculation. Une perturbation significative des carburants ne fait pas seulement monter les prix à la pompe, elle exerce une pression en aval sur chaque système qui fonctionne à l'énergie. Cela inclut votre cuisine. La préparation à cela n'est pas compliquée. Elle nécessite simplement une action délibérée, prise avant que la pression n'arrive. L'eau d'abord. 1,5 litre à 2 litres par personne et par jour est la base d'urgence standard. Un foyer de 3 personnes gérant une perturbation de 2 semaines a besoin d'environ 60 à 80 litres minimum, réalisable grâce à des contenants alimentaires hermétiques à coût modeste, une capacité de purification de l'eau, des tablettes de filtration ou la capacité à faire bouillir étend significativement cette réserve. La capacité de cuisson alternative ensuite. Un réchaud de camping à gaz à un brûleur, avec 2 ou 3 cartouches, permet de cuire du riz, de mijoter des légumes secs, de chauffer des conserves et de préparer des repas complets entièrement indépendamment de l'électricité ou du gaz de votre logement. Une cartouche de 230 grammes fournit environ 1 à 2 heures de cuisson à haute chaleur. Le coût de cette installation est faible. La valeur fonctionnelle quand l'infrastructure de votre foyer tombe en panne ne l'est pas. Que faire? Traitez cela avant tout le reste de cette liste. Sans cela,
Tout ce que vous avez stocké est théorique. Votre garde-manger devient une ressource à laquelle vous ne pouvez pas accéder. L'infrastructure de cuisson n'est pas une mise à niveau optionnelle d'un foyer préparé. C'est la fondation qui donne un sens à la préparation. Voici le fil qui relie les 12. Une perturbation de l'approvisionnement ne s'annonce pas. Pas de signal clair, pas de titre de journal unique, pas de moment où le normal bascule évidemment dans l'anormal. Ce qui se produit, c'est une séquence de petites dégradations. Votre marque habituelle n'est plus là. Un prix change. Quelque chose sur quoi vous comptiez est techniquement encore disponible, mais pas régulièrement, pas de façon fiable, plus tout à fait pareil. Vous vous adaptez, non pas par une décision, mais par accumulation. De petits ajustements effectués silencieusement sur des semaines. Et le moment où le changement devient visible pour la plupart des gens, le comportement collectif a déjà pris le dessus. Tout le monde se précipite vers les mêmes choses au même moment. Et ce comportement, pas le problème d'approvisionnement sous-jacent, est ce qui convertit une perturbation gérable en véritable pénurie. Les personnes qui restent en avance ne sont pas celles qui ont réagi le plus vite. Ce sont celles qui ont agi avant que la réaction ne devienne nécessaire. 12 articles, aucun d'extrême, aucun ne nécessitant un changement de mode de vie ou un investissement significatif. Ils nécessitent simplement d'être traités avant le moment où les traiter devient compétitif. Parcourez votre garde-manger. Vérifiez ce qui est réellement là contre cette liste. Trouvez les manques, comblez-les, pas dans l'urgence. Pas tout d'un coup, mais délibérément au cours des prochaines semaines. L'objectif n'est pas de se préparer à une catastrophe. L'objectif est de rester non perturbé quand le système commence, lentement et silencieusement, à changer. Pensez à lequel de ces 12 vous manque en ce moment. Un seul manque. C'est par là qu'il faut commencer. Parce que le système ne vous donnera pas d'avertissement. Il ne le fait jamais.